Roger Gérard Schwarzenberg, merci d'être avec nous. Je le disais tout à l'heure, à l'Assemblée, c'est un de vos députés, un député de votre groupe qui a posé une question sur LCI. Plus généralement, l'avancée finalement que représente une autorité administrative indépendante, elle est incontestable. En même temps, quand l'autorité en question vient prendre une décision qui affecte quelque chose qui a à voir avec la pluralité de l'information et tout, on se dit une autorité administrative pour juger en gros, condamner le sort d'une chaîne, quels que soient par ailleurs les débats qu'on puisse avoir sur la stratégie industrielle du groupe. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai qu'il vaudrait mieux que ce soit une instance plus large, par exemple le Parlement, qui pourrait avoir à délibérer là-dessus si les textes étaient réformés. Mais nous avons beaucoup de regrets par rapport à cette décision, puisque LCI a été la première chaîne d'information en continu, qui est maintenant plutôt plagiée par les autres. Et il y a un paradoxe évident à vouloir supprimer en tout cas cette chaîne-là, qui est une chaîne de très grande qualité pour faire que les autres profitent de l'audience qui est celle actuellement de votre chaîne. Donc, vive LCI. Le secteur média va mal. Pas très bien, oui. La presse écrite aussi. La révolution du numérique dans les médias, qui est quelque chose, c'est un thème sur lequel vous aviez beaucoup planché, se fait difficilement. Oui, elle se fait difficilement parce qu'il y a le passage finalement de la presse écrite qu'on a toujours connu à un autre mode de communication. Mais finalement, la dualité des deux communications fait que l'information se répand peut-être beaucoup plus vite que ce n'était le cas auparavant. Alors le Premier ministre est allé jusqu'à parler de dictature des chaînes info et de dictature de l'instant, de l'instantané, de l'immédiateté. Faire de la politique aujourd'hui, c'est vrai que ça ne relève plus des mêmes enjeux qu'il y a 15 ou 20 ans. Ça ne s'inscrit pas vraiment dans le séculaire, c'est le moins qu'on puisse dire, mais plutôt dans les minutes, vous dites ça, les quelques élégamment. minutes ou les quelques secondes qui peuvent exister, et puis une information chasse l'autre, un intervenant chasse l'autre, et par conséquent, c'est un peu différent. Mais il reste tout de même le Parlement, l'Assemblée nationale, au sein de laquelle on peut s'exprimer de manière peut-être plus approfondie sur des sujets qui sont des sujets de fond, qui appellent décision. Qu'est-ce qui se passe alors en ce moment entre le parti radical, ou en tout cas son dirigeant, Jean-Michel Baillet, parce que je sais que vous n'êtes pas exactement sur sa position très remontée contre le gouvernement. Il y a des réunions qui se succèdent entre le Premier ministre, Jean-Christophe Cambadélis pour le Parti socialiste, Baillet. Vous n'êtes pas tous sur la même longueur d'onde à l'intérieur même du parti. Résumez un peu les enjeux. En gros, si, tout de même. Mais alors, ce que je dois reconnaître, c'est que les sénatoriales ont vu le Parti socialiste mal respecter les accords nationaux passés avec les radicaux de gauche. Et sur place localement, dans certains départements, il n'y a pas eu de soutien effectif des grands électeurs socialistes aux candidats radicaux de gauche. Bon, ce qui n'est pas quelque chose de normal. Par ailleurs, ce que nous souhaitons, c'est que le mode de fonctionnement de la majorité gouvernementale soit modifié, amélioré. Il n'y a que deux partis actuellement. Mais depuis que je connais les radicaux de gauche, j'ai l'impression, et Dieu sait que ça fait un moment qu'on se connaît, j'ai l'impression que c'est toujours la même revendication. Non, parce quels que soient les présidents, les majorités, vous êtes toujours maltraités par l'allié socialiste. Non, mais c'est peut-être quelque chose qui est récurrent, mais en tout cas, il n'y a plus que deux partis au gouvernement actuellement. Le Parti socialiste et notre parti, le PRG, et il serait tout à fait bon qu'il y ait une meilleure coordination en amont des textes de loi, des projets de loi gouvernementaux, et ce n'est pas tellement ce qui se passe. Donc, ce que nous souhaitons... Un peu pour quantité négligeable ? Non, pas vraiment, je ne dirais pas ça, mais ce serait très souhaitable qu'il y ait une réunion hebdomadaire, par exemple, entre le Premier ministre comme chef de la majorité, les chefs des deux partis et puis les présidents de groupes des deux formations aussi, des deux groupes parlementaires, cela fonctionnerait mieux. Mais alors, on a l'impression qu'on a des députés radicaux qui sont plutôt, entre guillemets, légitimistes et qui ne vont pas jusqu'à menacer de quitter la majorité, un président un peu remonté, des ministres plus ou moins démissionnaires. C'est un peu confus quand même. Non, je veux dire, les députés qui sont les députés de mon groupe, enfin 17 députés,
sont des députés qui votent librement. Il nous arrivait, je l'ai dit d'ailleurs à Manuel Valls lors de sa dernière déclaration de politique générale, il y a une sorte de soutien global au gouvernement, en tout cas exprimé à l'époque, mais cela n'empêche pas que pour les projets de loi gouvernementaux, nous jugeons cas par cas et texte par texte, quitte à voter contre certains. Par exemple, le projet de loi sur la réforme territoriale, qui ne nous satisfait pas, j'ai voté contre ce texte, bien qu'appartenant à un groupe de la majorité. Donc on a une liberté véritable qui existe. Simplement, ce serait mieux d'avoir une coordination plus efficace, plus étroite, qui fasse que socialistes, radicaux de gauche et chefs du gouvernement travaillent plus étroitement ensemble. Le fait que l'un des thèmes d'opposition ou de conflit ou de friction soit lié à la réforme territoriale, c'est lié aussi au fait que le Parti radical reste quand même dans sa structure un parti d'élus enracinés et que finalement la disparition des conseils départementaux et tout risque de vous affaiblir ? Oui, mais enfin, le Parti radical a des députés un peu partout. Enfin, je ne dis pas qu'il y a une quantité énorme de députés radicaux de gauche. Ce groupe a 17 membres, mais il a des députés un peu partout. Simplement, le maintien du Conseil général dans les départements ruraux nous apparaît comme une nécessité parce que, comme les régions s'étendent beaucoup, il est nécessaire de maintenir un niveau intermédiaire entre telle commune à la base et puis le chef-lieu de la région. La majorité tangue beaucoup, le gouvernement aussi d'ailleurs, au hasard des déclarations des uns, des autres. On a un ministre de l'économie qui dit quelque chose, ses collègues le recadrent, l'Élysée tempête. Comment vous considérez ça ? Et on avait l'impression finalement qu'avec son deuxième discours, Manuel Valls remettait de la cohérence dans son gouvernement. Il le payait d'ailleurs du prix de voir sa majorité parlementaire réduite, avec le départ des Verts, etc. Mais finalement, on a l'impression qu'il n'y a pas tellement plus de cohérence qu'avant. Parce que les événements se précipitent un peu et que certains ministres un peu nouveaux n'ont pas totalement l'expérience de telle ou telle expression. Mais on a vu Manuel Valls hier à dîner, dans ce dîner qui réunissait à la fois les radicaux de gauche et les socialistes. Et donc, les choses sont, à mon avis, vers une coordination plus importante. Je voudrais dire qu'on travaille sur les dossiers de fond. Par exemple, ma journée d'aujourd'hui, ça a été d'abord de faire que Christian Eckert, secrétaire d'État au budget, vienne devant le groupe, ce qu'il a fait très, très aimablement. Ensuite, j'ai déjeuné avec Marisol Touraine sur le projet de financement de la sécurité sociale. Et ce soir, je dîne avec Michel Sapin, qui revient de l'Ecofin à Bruxelles, sur les exigences, entre guillemets, des Européens sur le budget de la France. Donc on travaille vraiment en tant que député sur les problèmes de fond. En même temps, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il reste une ambiguïté au sein de l'exécutif entre une ligne, j'allais dire, plus affirmée social-libérale, un peu incarnée par Manuel Valls et Emmanuel Macron, et la volonté du président à la fois d'y aller, mais sans oser complètement y aller, et que c'est beaucoup ça, une des raisons des couacs? Non, je crois que François Hollande reste fidèle à lui-même, à ce qu'est sa ligne politique. Manuel Valls aussi, d'ailleurs, de son côté. Ce ne sont pas exactement radical, les deux Manuel mêmes Valls, non ? Oui, très certainement, mais beaucoup de socialistes pourraient être radicaux. Donc c'est vrai que Manuel Valls, d'une certaine manière, est sur les positions, notamment au plan économique, qui ne sont pas sans coïncidence avec les nôtres. Donc c'est normal qu'il y ait à la fois avec François Hollande, avec Manuel Valls, une entente qui existe. Alors on verra à l'issue de la semaine la décision que nous prendrons au comité directeur sur le fait d'avoir soit un contrat de majorité qui nous garantisse sur les points dont je parlais. Ça, c'est ce que demande votre président. Oui, c'est ce que demande l'ensemble du bureau national. D'ailleurs, un contrat de majorité qui définisse à la fois des aspects programmatiques et des aspects de coordination. Et puis par ailleurs, l'autre solution qui sera de constater que ce contrat de majorité n'est pas accepté par nos partenaires et donc cela ouvrira la porte à d'autres solutions. Mais enfin, on continue de dialoguer, de travailler. La décision est vendredi.
Il reste encore 3 jours. Harold Wilson, vous savez, le leader du Parti travailliste, disait qu'une semaine en politique, c'est une très longue durée. Donc 3 jours, ça reste raisonnable. On commençait notre entretien en disant que le temps politique s'est quand même considérablement accéléré. C'est vrai. Donc il avait une vision qui était peut-être optimiste par rapport à ce qu'est le temps politique d'aujourd'hui, mais au fond, les choses n'ont pas changé tellement. Vous dites que vous voyez ce soir Michel Sapin, oui. Il revient de Bruxelles, on y a consacré un moment. C'est pas si simple que ça, la présentation. Mais c'est très compliqué, parce que je pense que Sapin a tout à fait raison de dire on reste à un déficit public qui sera de 4,3% du PIB, sans avoir une rigueur accrue, car s'il y a une rigueur accrue, il y aura arrêt encore plus fort de la croissance, qui est déjà très très faible, et donc de l'emploi. Bon. En plus, il y a dans les traités européens, notamment les derniers, des exceptions qui sont possibles. Sur les circonstances exceptionnelles. Les circonstances exceptionnelles, qui peuvent se définir soit comme une récession grave, soit comme une croissance très faible sur plusieurs années. Donc nous sommes dans cette situation. Nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs, car l'Allemagne a fait un deuxième trimestre avec moins 0,2% de croissance. Et le Portugal a annoncé une hausse d'ailleurs de son déficit. Oui, c'est ça. Donc Mme Merkel, qui donne des leçons de théologie économique à la terre entière, n'est pas dans une si bonne situation. Moi, j'espère beaucoup du changement des autorités de Bruxelles. Barroso a été un président de la Commission au-dessous de la moyenne, et ce ne sera pas le cas de Juncker, je pense. Et surtout, heureusement, il y a Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne, qui, lui, considère qu'il faut à la fois une politique de l'offre, mais aussi de la demande, en prenant des mesures de relance. C'est vraiment nécessaire. Et même le FMI le dit aussi maintenant. Donc, ne nous mettons pas... Vous pensez que ces institutions en sont venues finalement à ce qui était un peu le discours du président de la République pendant sa campagne, enfin avant qu'il soit président, oui, pendant sa campagne. La croissance et l'emploi, se diriger vers la croissance et l'emploi davantage, alors. Mais alors n'aurait-il pas dû être au début de son quinquennat beaucoup plus affirmatif sur ce cap-là? Il l'a été. Simplement, les partenaires européens n'ont pas suivi, notamment l'Allemagne. Il aurait en effet été souhaitable que François Hollande fût suivi davantage dans la réorientation de l'Europe vers la croissance et l'emploi. Car actuellement, l'Europe est orientée vers la récession ou la stagnation. Ce qui n'est pas une bonne solution, bien entendu, c'est-à-dire vers le chômage. Oui. Et je pense que quand le président de l'Eurogroupe ose dire que la France devrait accentuer la rigueur du budget qui lui est présenté, qu'il chiffre même à 8 milliards d'économies de dépenses, d'économies supplémentaires, ce qu'il faudrait faire, on a l'impression que la souveraineté budgétaire française n'existe plus. Et que ce sont des technocrates généralement inconnus, pas toujours au fait des réalités, n'ayant jamais rencontré un chômeur, qui prennent les décisions. C'est un peu dommage. Merci beaucoup, Roger Gérard Schwarzenberg, de cet entretien. Le 5 à 7 continue avec la page culturelle et je reçois le réalisateur Tony Gatliff dans un instant pour son nouveau film qui dépote et qui s'appelle Géronimo.